Imaginez une maison à Calcutta, non pas une simple demeure, mais un univers en soi. Une maison où l'art, la musique et la littérature ne sont pas des passe-temps, mais l'air même que l'on respire. C'est dans ce lieu, le manoir de Jorasanko, que naît le 7 mai 1861 Rabindranath Tagore. 14e enfant de Debendranath Tagore et Sarada Devi, il voit le jour au sein d'une famille qui est à l'avant-garde de la renaissance culturelle et spirituelle du Bengale. Cet environnement foisonnant sera le premier terreau de son génie. Dès son plus jeune âge, Rabindranath est immergé dans une atmosphère hors du commun. Loin des conventions rigides de l'époque, la maison familiale est une scène permanente où se côtoient poésie, théâtre et chant. Ses frères, ses belles-sœurs, tous participent à cette effervescence créatrice. C'est là qu'il s'initie à la littérature bengalaise et anglaise, qu'il apprend la musique et le jeu d'acteur, bien au-delà des murs d'une n'importe quelle salle de classe. Cette éducation informelle mais si riche forgera sa vision du monde. Pourtant, lorsque vient le temps de l'école traditionnelle, l'expérience est un échec cuisant. Que ce soit au séminaire oriental ou à l'école Saint-Xavier, son esprit libre ne peut supporter la discipline, les examens, la routine. Il s'en sent prisonnier. Tagore avouera plus tard que son véritable maître fut la nature elle-même, celle qu'il observait depuis sa fenêtre, celle qui lui enseignait la liberté. Cette soif de liberté trouve très vite son exutoire dans l'écriture. À seulement 8 ans, il compose son premier poème. À l'adolescence, son poème « Abhilash » est publié dans une revue prestigieuse. Mais le véritable déclic poétique survient à l'âge de 12 ans. Après sa cérémonie d'initiation, son père l'emmène pour un long voyage dans l'Himalaya. La majesté des montagnes ouvre des horizons infinis à son imagination. Peu de temps après, en 1878, il publie son premier recueil, L'histoire du poète. La même année, en 18 ans, il est envoyé en Angleterre pour devenir avocat. Il s'inscrit dans une école à Brighton, puis à University College à Londres. Mais encore une fois, le cadre académique ne parvient pas à le retenir. Il n'obtiendra jamais son diplôme. Cependant, ce séjour en Europe est loin d'être vain. Il s'imprègne de la littérature, de la culture et de la société occidentale. Une influence qui marquera subtilement une partie de son œuvre future. De retour en Inde, il surprend le monde littéraire avec une œuvre singulière, les chants de Bhanu Singha Thakur. Sous ce pseudonyme, il imite le style des anciens poètes Vaishnava, qui chantaient l'amour divin de Radha et Krishna. La maîtrise de la langue et la profondeur spirituelle de ses poèmes, écrits par un si jeune homme, suscitent l'étonnement et l'admiration. En 1883, sa vie prend un tournant plus personnel. Il épouse une jeune fille nommée Baba Tarini, qui sera renommée Mrinalini Devi. Peu après, son père lui confie une nouvelle responsabilité, et non des moindres, la gestion des domaines familiaux. C'est ainsi qu'en 1891, il part s'installer à Shilaïda, une région qui fait aujourd'hui partie du Bangladesh. Savez-vous ce que ce changement radical va provoquer ? Loin de l'agitation de Calcutta, ce séjour va devenir la période la plus fertile de sa vie. À Shilaïda, ainsi que dans les autres domaines de Sajatpur et Patissar, Rabindranath découvre le cœur battant du Bengale rural. Le fleuve Padma, les vastes plaines verdoyantes, la vie simple des paysans, tout le touche profondément. C'est là, au contact de cette nature puissante et de cette humanité authentique, qu'il écrit ses plus célèbres nouvelles. Des chefs-d'œuvre comme Le Postmaster, Le Retour ou Les Pierres affamées. Avec ces récits, il ne se contente pas d'écrire, il donne véritablement naissance à la nouvelle en tant que genre littéraire au Bengale. À la fin du XIXe siècle, sa poésie entre dans une nouvelle phase. Marquée par des épreuves personnelles et une quête spirituelle plus intense, son œuvre se fait plus profonde, plus philosophique. Des recueils comme Naivedya en 1901 et Keya en 1906 explorent des thèmes comme le patriotisme, la relation à Dieu et les mystères de la vie et de la mort. Cette même année 1901, il concrétise un rêve qui lui est cher. Près de Bolpur, il fonde une école, Santiniketan, qu'il nomme Brahmacharyasram. Son objectif est de créer un lieu d'apprentissage en harmonie avec la nature, loin de l'éducation mécanique qu'il a tant détestée. Un lieu où les enfants pourraient s'épanouir librement. Cette petite école posera les fondations de ce qui deviendra plus tard l'université Visva Bharati. Mais alors que ces projets prennent forme, la vie le frappe avec une violence inouïe. Entre 1902 et 1907, il perd son épouse, Mrinalini Devi, puis sa fille, Renuka, et enfin son plus jeune fils, Shamindranath. Ce chagrin immense, cette tragédie intime, laissera une empreinte indélébile sur son art. La douleur le pousse à méditer plus encore sur la fragilité de l'existence et à chercher un réconfort dans la spiritualité. De cette période de deuil et d'introspection naît l'une de ses œuvres majeures. En 1910, il publie Gitanjali. Ce recueil de poèmes et de chants est une fusion sublime de l'amour, de la nature et du divin. C'est une conversation intime avec l'universel, une offrande lyrique.
C'est cette œuvre qui, sans qu'il ne s'en doute encore, va le propulser sur la scène mondiale. En 1912, lors d'un voyage en Angleterre, il traduit lui-même une sélection de poèmes de Gitanjali en anglais, sous le titre de Song Offerings. Le recueil, préfacé par le poète William Butler Yeats, connaît un succès foudroyant dans les cercles littéraires occidentaux. L'année suivante, la nouvelle tombe stupéfiante. Rabindranath Tagore reçoit le prix Nobel de littérature. Il est le premier non-européen, le premier asiatique à recevoir cette distinction suprême. Le prix Nobel change son statut à jamais. Il n'est plus seulement le grand poète du Bengale, il devient une figure mondiale. Il entreprend de longs voyages à travers l'Europe, l'Amérique, la Chine, le Japon. Partout, il donne des conférences, rencontre des artistes, des penseurs, des intellectuels. Il devient un pont entre l'Orient et l'Occident et gagne le titre que l'Inde lui donnera affectueusement, Vishwa Kavi, le poète du monde. Et alors que sa renommée est à son apogée, vers l'âge de 70 ans, Tagore se découvre une nouvelle passion, un nouveau moyen d'expression, la peinture. De manière tout à fait inattendue, il se met à dessiner et à peindre avec une liberté et une audace surprenantes. Ses œuvres, étranges, oniriques, souvent sombres, révèlent les profondeurs de son subconscient et sont, elles aussi, saluées sur la scène internationale. Sa créativité semblait sans limite. Il a composé plus de 2000 chansons, qui forment un genre à part entière, le Rabindra Sangeet. Il a aussi créé des opéras et des drames dansés, comme Chitrangada, Chandalika ou Shyama, où il mélange avec génie les traditions classiques indiennes, la musique folklorique et des harmonies occidentales. Toute sa vie, son projet éducatif, Santimete Khan, est resté au cœur de sa philosophie. Il voulait une éducation qui nourrisse la créativité, l'humanisme et le lien avec la nature. En 1921, il transforme son école en université internationale, Vishva Bharati, dont la devise est « là où le monde entier se retrouve dans un seul nid ». Bien qu'il se soit tenu à l'écart de la politique active, il n'est jamais resté silencieux face à l'injustice. Lors de la partition du Bengale par les Britanniques en 1905, il a joué un rôle de premier plan dans le mouvement de protestation. Et en 1919, après le massacre de centaines de civils indiens non armés à Jallianwala Bagh par l'armée britannique, il commet un acte d'une immense portée symbolique. Il renonce au titre de chevalier que la couronne britannique lui avait décerné. Le poète ne pouvait accepter un honneur venant de ceux qui avaient commis une telle atrocité. Dans la dernière décennie de sa vie, son œuvre littéraire atteint une nouvelle maturité. Il expérimente avec la poésie en prose dans des recueils comme Punasha et écrit des romans d'une grande finesse psychologique. C'est aussi à cette période qu'il rédige un de ses essais le plus poignants, Crise de civilisation, une réflexion lucide et inquiète sur l'avenir du monde.